Radio Grand Lac, votre radio locale, c'est sur le 92.1 en DAB et sur l'application 100% gratuite. Vous autrement, osez vous dévoiler au-delà du faire et du paraître avec Clotilde sur Radio Grand Lac. Oui, chers auditeurs, voilà Clotilde, et je suis ravie de vous retrouver pour cette émission Vous autrement, osez vous dévoiler au-delà du faire et du paraître. J'ai une invitée de choc aujourd'hui, je suis ravie, vous allez voir, une aixoise de toujours qui a vu le jour en 1939 et qui va nous raconter Aix-les-Bains dans les années 30, 40, 50. Vous allez voir, on va faire un saut dans le temps. Alors après la petite fille de Céline Dion, eh bien on va être à la rencontre de cette petite fille d'Aix. Vous nous écoutez sur 92 FM et DAB+, un plongeon dans le grand bain de la vie locale. Après cette émission, vous aurez Chronique de Savoie à 13h, l'émission Country à 18h et toujours votre émission de jazz préférée avec Christian à 19h. Voilà, j'accueille Rosemonde Assier. Bonjour Rosemonde. Bonjour Clotilde. Voilà Rosemonde, vous prenez place avec nous, vous êtes en train de vous installer pour nous faire revivre cette ville d'Aix-les-Bains qui vous a recueilli au berceau. Vous êtes né ici en 1939, vous avez toujours vécu à Aix-les-Bains et vous allez nous faire revivre toutes ces années de gloire, ces années où Aix-les-Bains était la première station thermale en France. 50 minutes avec vous pour revivre cette époque avec vos anecdotes, vos souvenirs, votre couleur à vous. Vous allez nous faire revivre la gamine qui fait de la luge à Aix-les-Bains, qui croise les Allemands lors de l'occupation, qui confectionne des bouquets de fleurs pour la fête des fleurs, les années fastes d'après-guerre et l'insouciance et l'envie de faire la fête. Rosemonde, beaucoup d'anecdotes à faire remonter entre nous là, cette émission. Quelques-unes, des souvenirs d'enfance, d'adolescence, de la ville d'Aix-les-Bains, le faste de la ville d'Aix-les-Bains, les palaces, le casino, beaucoup de choses. Beaucoup de choses à faire remonter. Et puis d'abord, une présentation, Rosemonde. Vous êtes une femme énergique, très, très gaie. D'ailleurs, vous portez de la couleur aujourd'hui. Vous avez vraiment une voix très chantante. On peut pas deviner votre âge. Peut-être qu'on va le garder entre nous, votre âge, ou vous osez le dire? Il me semble que vous l'avez dit, hein. Oui, je l'ai dit à travers l'année de naissance. Oui, vous avez dit qu'elle était née en 1939, effectivement. Voilà. Et avec mon humour, je dis que j'ai 68 ans en verlan. Voilà, donc on restera sur ce bel âge avant 70 en verlan. Rosemonde, on va découvrir dans cette émission, donc à la fois à travers votre histoire, l'histoire d'Aix-les-Bains. Un petit arrêt sur votre prénom, Rosemonde, c'est un prénom très très rare. D'où vient-il? Alors mon prénom, maman m'a appelée comme ça, comme je dis, il faut être gonflé. Il y a si longtemps en arrière d'appeler une petite fille comme ça. Et mon prénom, il est d'origine germanique. C'est un prénom du 6e siècle. C'était le prénom de la fille d'un... Comment je vais dire? C'était une reine lombarde, C'était une reine lombarde, tout à fait. Voilà. Et puis, c'est vrai que dans le langage courant, on n'entend pas beaucoup. Vous ne deviez pas avoir beaucoup de Rosemonde autour de vous. J'étais la seule à Aix-les-Bains et mon prénom était mon nom. Voilà. On parlait de Rosemonde et on savait qui c'était. Voilà. C'est Rosemonde. Et c'est toujours un petit peu comme ça d'ailleurs. Ouais. Mais vous m'avez quand même confié qu'il y avait une cliente une fois qui s'appelait Rosemonde. Alors oui, je pense que maman m'a appelée comme ça car elle avait une cliente dont la fille portait ce prénom. Elle avait dû trouver ça très beau, très original. Voilà, et j'ai eu l'occasion de rencontrer une seule fois une jeune femme qui habitait Aix-les-Bains et qui s'appelait Rosemonde. Voilà. En tout cas, avec mon œil, le recul, il y a quand même la rose et beaucoup de monde dans votre prénom. On pourrait dire que ça vous caractérise beaucoup. Il y a la fleur et il y a les relations humaines. Alors, Rosemonde, vous naissez en 1939 à Aix-les-Bains. À la Libération, vous avez tout juste 6 ans. Vous gardez des souvenirs très marquants, très précis. Oui. C'est vrai, une enfance pas rose, quand même. Et du haut de vos 86 ans aujourd'hui, vous pouvez raconter ce qui s'est passé, notamment avenue de Saint-Simon, puisque c'est là que vous avez grandi. Absolument. J'ai grandi avenue de Saint-Simon. J'ai effectivement, dans ma petite enfance, connu la guerre, la Libération. Je me souviens fort bien des bombardements. Et d'ailleurs, lors des bombardements, l'avenue de Saint-Simon n'était que des
maraîchers, des prés. Et les habitants du centre-ville montaient dans les prés à pied par l'avenue de Saint-Simon pour se mettre à l'abri des bombardements. Voilà. Donc, avenue de Saint-Simon, on recadre. Hein. À l'époque, c'est un champ et le centre-ville est beaucoup plus bas. Donc, on n'est pas du tout sur la répartition d'aujourd'hui où finalement il y a 30 000 habitants sur cette ville. À l'époque, on était 13 14 000 au moment de la guerre. Un village en fait. Hein. Un village. Donc je me souviens effectivement du déferlement, du passage des habitants du centre-ville qui venaient se mettre à l'abri, si l'on peut dire, des bombardements sur le centre-ville d'Aix-les-Bains. Il y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns quand même. Je me souviens aussi à cette époque, et je l'avais signalé il y a quelques années aux élus de la ville, il y avait sous le square Alfred Boucher des abris qui étaient bétonnés, et lorsqu'il y avait les alertes, on allait se mettre on descendait sous le square Alfred Boucher, se mettre aux abris. Et un jour, j'avais signalé ça à quelqu'un de la mairie qui ne savait pas. Et maintenant, devant le monument aux morts, il y a une plaque en verre. Et avec l'explication en disant que à cet endroit-là, il y avait une entrée des abris pendant la guerre. Ouais, et vous souvenez de vous être réfugiée dans ces abris. Bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là, la petite fille qui se retrouve à malheureusement, comme tous les enfants d'aujourd'hui qui sont sous les bombes. Ouais, oui, mais c'est pas notre cas, donc on sait pas ce qu'ils ressentent. On a peur. On se demande ce qui arrive. On a peur surtout, hein. Bon, une peur qui est passagère en réalité, parce que ça durait pas très longtemps. Et il y avait la même chose sous l'école maternelle. Je suis allée à l'école maternelle, celle qui existe encore aujourd'hui, et il y avait des abris, des abris sous cette école. D'ailleurs, il y a 2-3 ans en arrière, je regardais cette école avec beaucoup de nostalgie, et l'institutrice me dit, qu'est-ce que vous regardez? Je dis, voilà, je regarde ça, et je lui raconte que pendant la guerre, à l'école maternelle, on nous mettait dans les sous-sols le temps que les alertes soient terminées. Et l'institutrice m'a dit, voilà, on a enfin l'explication pourquoi ces sous-sols sont aussi bien aménagés. Ah, c'est ça. Il ne savait pas. Il le savait pas. Voilà. Mais vous aviez des souvenirs parce que c'était votre quotidien, l'enfance, on dit pendant ces années de la guerre, et puis l'école maternelle. Vous dites d'ailleurs, j'aimais bien l'école, je ne faisais pas partie des plus mauvaises en plus, et on avait de bonnes maîtresses. Des souvenirs d'école. Vous avez aimé vos institutrices jeunes? Oui, bien sûr, nos institutrices, et puis nos profs, quand on est rentré au collège en 6e, moi j'ai fait après une section commerciale. Mais bon, c'était un collège, on se connaissait tous. Tiens, j'ai une anecdote là-dessus. Et je pense que les anciens élèves du collège vont s'en souvenir. Notre directrice s'appelait Madame Lemarchand. C'était une dame qui avait une autorité absolue. Et quand on avait 15-16 ans, c'est la mode des jupes très larges avec les jupons empesés. Quand on rentrait dans nos classes, la directrice était sur le perron. Elle nous regardait. Et un matin, elle nous regarde, elle nous dit, Mesdemoiselles, si vous continuez à porter des jupons de la sorte, je serai obligée de faire grandir le collège. Je vous jure que c'est vrai. Incroyable. Je vous jure. Et le lendemain, on avait tout enlevé les jupons. Ah oui, c'est ça. Quand vous dites empesé, à l'époque, on mettait on mettait de l'amidon. De l'amidon pour que ça tienne bien, voilà. Et donc forcément ça prenait un peu de place. C'est ça. C'est ça. Donc ça prenait de la place, belle. Effectivement. Anecdote d'enfance. Ça nous parle d'une autre époque et pourtant qui était celle de votre enfance. Alors il y a aussi, il faut imaginer donc cette ville d'Aix-les-Bains, donc beaucoup plus petite qu'aujourd'hui, avec des hivers beaucoup plus rudes. Oui. La neige venait jusque dans la ville. Bien sûr. Voilà. Et à quoi on jouait déjà? Il n'y avait pas le ski encore. Si, mais peut-être pas dans la ville. Alors, quand même. On parle plutôt de la luge. Vous avez des souvenirs enfants de luge dans les rues d'Aix-les-Bains? Tout à fait. Déjà, les hauteurs de la ville, dans le quartier de Boncelin, par exemple, le quartier de Boncelin, la rue des Fontaines, il n'y avait pas de maison, c'était des prés.
Le parc en face, l'hôtel Mirabeau, c'était un immense terrain dans lequel il y avait des tranchées d'ailleurs. Bon, on ne sait pas pourquoi. Et on allait passer nos après-midi de plein air, comme on disait à l'époque quand on était au collège. On avait plein air, on disait pas sport. Et on allait là. Et l'hiver, effectivement, on faisait de la luge. Donc là, on parle des années 1955 à peu près. À peu près. À peu près, hein, c'est ça. Donc moitié du 20e. Et donc ces après-midi de jeu qui étaient le jeudi, hein, de mémoire. Oui. Hein, à cette époque. Et même sur des terrains vagues. C'est actuellement l'avenue de Saint-Simon avec toutes ces villas. Absolument. La rue des Fontaines avec toutes ces villas. Et le plus... comment je vais dire, impressionnant, c'est la quantité de villas qu'il y a dans ce terrain en face l'hôtel Mirabeau. Alors, l'hôtel Mirabeau, vous avez aussi un autre souvenir terrible de la guerre, de l'hôtel Mirabeau en feu. En feu. Qu'est-ce qui se passe là? Tout à fait. L'hôtel Mirabeau en feu, c'était pour la libération. Et j'ai aussi le souvenir des tractions, des jeunes maquisards qui venaient d'être libérés et qui descendaient l'avenue de Saint-Simon avec les fusils à la place des drapeaux. Voilà. Ouais. C'était enfant, c'était très impressionnant. Ouais. Très très impressionnant. Puis la liesse dans la ville. Et c'est très drôle parce que j'étais quand même petite, enfin je dis moi, mais on est tellement nombreux encore à Aix-les-Bains à avoir vécu ce genre de choses. On avait peur et ça nous a vraiment marqué. C'est vraiment des souvenirs qui nous ont marqués. Ouais. Vous dites d'ailleurs, hein, on vit longtemps avec des souvenirs méchants, on les garde à vie. À 86 ans, je m'en rappelle comme si c'était hier. Exact. C'est vrai. C'est vraiment imprimé à vie. Hein. Ouais, mais ça, c'est pas spécial à moi, c'est tout le monde. C'est toute cette génération, bien sûr, qui a vécu ça de plein fouet. Alors, il y a un autre souvenir, avenue de Saint-Simon, qui paraît incroyable à raconter aujourd'hui, où il fallait se cacher, où il fallait ne pas montrer la lumière dans les maisons. Et ouais, racontez-nous un peu cet épisode. On est avenue de Saint-Simon, les villas, les quelques maisons qui sont là doivent faire l'extinction des feux, en fait. Hein. Oui, non, mais ça, c'était pas spécifique à l'avenue de Saint-Simon, c'était la France dans son ensemble. Hein. Il y avait les c'était le couvre-feu. Donc il fallait plus voir aucune lumière, rien du tout. Et je me souviens, les parents avaient mal calfeutré les volets métalliques. Et il y avait une petite lueur qui apparaissait. Et il y avait les Allemands dans la cour qui ont tiré un coup de fusil pour nous faire bien calfeutrer. Mais ça, c'était pas spécial à l'avenue de Saint-Simon. C'était la France dans son ensemble. Les couvre-feux étaient draconiens. C'est clair. Et on sursaute à chaque coup de fusil. Évidemment. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment des souvenirs très très forts que vous avez pu avoir dans l'enfance. Un autre, vous avez évoqué le quartier du cimetière tout à l'heure avec vous vous souvenez des obsèques d'Allemands dans le cimetière, hein, c'est ça. Bien sûr, mais ça, bon, tous les gens, toutes les personnes qui habitaient ce quartier et le centre-ville également, parce que il passait pas que avenue Saint-Simon, hein, il y avait oui, c'est ça, il y avait un défilé au pas de loi, et puis voilà. Mais c'était impressionnant, et je pense que ce sont des mauvais souvenirs qui sont ancrés dans nos mémoires, c'est clair. Ouais. Alors, vous avez employé un mot qu'on a retrouvé il y a 5 ans en France, voire au niveau mondial, le couvre-feu. Est-ce que vous avez souri en voyant ce qu'était le couvre-feu pour nous aujourd'hui, ou est-ce que ça a fait plutôt remonter? Oui, le couvre-feu à l'époque, quand c'était la guerre et qu'on la vivait, il était draconien, c'était les Allemands qui nous obligeaient. Aujourd'hui, ça me fait rigoler quand j'entends couvre-feu. Oui, je m'en doutais un peu. Alors, on va revenir donc avant de passer à l'autre période de votre vie avec l'adolescence, un petit dernier souvenir de vous lorsque vous aviez 5 ans. Vous êtes dans la rue avec vos parents, votre petit frère a 3 ans. Vous vous promenez, mais votre petit frère a déjà bien au cœur l'envie de protéger les siens. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous un peu. Oui. On était à pied devant le casino.
On était tout petit, à pied devant le casino. Et puis, à l'immeuble qui s'appelle le Colisée, qui existe toujours, il y avait la nomenclature et 2 guérites à l'entrée. Et moi, j'étais paniquée de voir ces soldats en armes. Hein. Et mon petit frère a lâché la main de papa, il a traversé la rue en courant, il est allé, avec son petit poing de gamin, se mettre sous le nez de cet Allemand qui montait la garde, qui peut-être était un bon père de famille, hein, pendant la guerre, on ne sait pas. Il lui a dit, fais bobo, ma Didi, te casse la gueule. Donc on va le traduire. Si tu t'en prends à ma sœur, je te casse la gueule. Voilà, du haut de ses 3 ans, il s'en était pris à l'allemand. Le brave soldat, il l'a pris il lui a caressé la tête, et puis voilà, quoi. Donc ça devait être aussi peut-être, là, certainement même, un bon père de famille qui malheureusement avait été engagé à la guerre, comme aujourd'hui, comme partout. Ouais. Malheureusement. Une grande compassion quand même, mais... Voilà, c'est ça. Bon, je crois que votre père a vite pris le relais pour dire que le monsieur était gentil. Ah oui, tout à fait. C'était mieux de s'en sortir comme ça. Alors, on va faire une petite pause, Rosemonde, mais pour vous, on a un cadeau. On va vous faire écouter une musique que vous aimez bien, qui vous évoque sans doute des souvenirs. Vous vous souvenez du bateau Le France ? Ah oui, bien sûr. Quel souvenir vous avez de cet événement, en fait ? Ah bah, c'était un bateau extraordinaire. Et j'ai même connu un couple qui était de Rumilly et qui est parti en voyage de noces sur le France. Ah, beau souvenir. Ouais. Ouais. Alors, il y a pas beaucoup de concerts dans lesquels vous vous déplacez, mais quand même, Sardou a la primeur de vous avoir eu dans sa salle de concert dans les années 2000. Hein? À Bercy. À Bercy. Vous avez aimé ce concert ? Vous aimez bien l'ambiance ? Ouais. Oui, c'était fantastique. Et ben donc voilà, on a un petit cadeau pour vous et puis on se retrouve juste après cette pause musicale. Je vous remercie. Nous, c'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble. Sur le 92.1. Et en DAB. Vous autrement, osez vous dévoiler au-delà du faire et du paraître avec Clotilde sur Radio Grand Lac. Voilà cette musique qui nous évoque le France, ce paquebot transatlantique français légendaire au moment des premières guerres mondiales, hein, qui avait été mis en service en 1912 et qui vous a même évoqué, Rosemonde, des souvenirs. Voilà, Rosemonde, on reprend cet entretien, vous autrement, et vraiment merci de nous faire revivre comme ça Aix-les-Bains avec toutes vos anecdotes. On va passer maintenant à cette période joviale, festive d'Aix, avec notamment Place Clémenceau. Il y avait un grand cirque qu'on plaçait, là, cette fête foraine, et l'agitation était à son comble. Vous aimiez bien faire la fête à cette époque, hein? Ah bah oui, c'était pas désagréable. Et vous en avez des bons souvenirs. Voilà, c'est ça. Et c'était des vrais... On passait des très bons moments entre adolescents, et il n'y avait pas d'alcool comme il y a aujourd'hui. C'était très sain. Voilà. C'était des amusements sains. Vous dites d'ailleurs, on aimait faire la fête, on rigolait de tout. Oui. C'était léger, c'était léger, c'était très agréable, très agréable. Et puis aussi, on était très gâtés avec Aix-les-Bains parce que on était particulièrement, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses. Propositions, et puis la possibilité d'aller au casino, quel souvenir vous avez de ça? Alors, le casino. Alors, j'ai plusieurs souvenirs du casino. Déjà, j'ai le souvenir des cuisines, du casino et des palaces, en particulier. Alors, quand vous dites les cuisines, vous êtes allé derrière, hein, les fous. Absolument. Absolument. Oui. Je suis allée dans les grandes cuisines car mes parents avaient un commerce et on était fournisseurs de ces palaces. Donc, j'ai eu l'occasion de me retrouver dans les palaces, dans les cuisines du Splendide, par exemple, lors du service. Ah oui. Et là, je repartais plus, tellement c'était beau. C'était du grand service, c'était de l'argenterie, c'était un décorum fantastique. Donc là, c'est ce qui a donné l'art de la table français, hein, le fabuleux, on va dire, la réputation de l'art de la table français. Oui, peut-être, mais bon, on va dire aussi qu'il la mettait en pratique, cet art de la table. C'est ça, ouais. Voilà. Tant dans les nappes que dans la belle vaisselle, que dans les... Et il y a aussi une anecdote que j'ai rapportée il y a pas très longtemps à l'Office du tourisme. Dans ces palaces, il y avait une équipe de Marocains qui venaient, ils étaient une
quinzaine de Marocains qui venaient faire la saison à Aix-les-Bains dans ces palaces. Et leur travail, ça n'était uniquement d'entretenir les cuivres et l'argenterie. Car il n'y avait pas que les cuivres des cuisines. Il y avait également toutes les rampes d'escalier, toutes les poignées des portes des chambres. C'était et ils passaient les 4 mois de saison, c'est-à-dire de juin à octobre, à ne faire que ça. Ils avaient leur emplacement réservé avec leur matériel, enfin leur espèce de bassin avec leurs produits à eux. Et ça, l'office du tourisme ne le savait pas. Je leur ai raconté il y a pas très longtemps. Ils étaient très heureux d'ailleurs de pouvoir le mettre dans les commentaires de leur visite. Bah oui, bien sûr. Bah oui, c'était vraiment, il fallait que ça brille, il fallait que ce soit étincelant. C'était fastueux. Bon, après le casino, bon, il était réservé à une clientèle huppée. Il n'était pas ouvert au public tel qu'il est aujourd'hui. Oui, c'est les aristocrates et les célébrités qui venaient à cette époque. C'est ça. Mais souvent je dis, le spectacle était dans la rue. Le soir, on allait regarder l'entrée des limousines sous le porche du casino. Il y avait les huissiers qui venaient ouvrir les portes. Il y avait de la grande toilette. Il y avait les smokings, les grandes robes longues. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui et tout est démocratisé, ce qui est très bien, ce qui est très très bien. Mais c'était fastueux, c'était le faste d'Aix-les-Bains. Et aucune jalousie de la part de quiconque, parce que tout le monde travaillait grâce à cette belle clientèle. Les palaces étaient ouverts, il y avait c'était le faste d'Aix-les-Bains. Oui. Alors dans les années 60. Voilà, c'est ça, les années 60. C'est un peu ce qu'on peut retrouver parfois à Monaco, hein. Ces personnes qui travaillent. Qui travaillent par ces célébrités qui viennent, et c'est pas forcément la vie des Monégasques. Mais malgré tout, Aix-les-Bains continue à être une ville magnifique, hein. Que vous aimez, les yeux brillent quand on parle d'Aix-les-Bains. Moi j'aime bien ma ville, c'est clair. Et d'ailleurs, quand je rencontre dans la rue des personnes avec le plan de la ville, je leur demande toujours, vous cherchez quoi? Je connais, c'est ma maison. Voilà. Je vais vous indiquer. Non, là, vous allez pas dans la bonne direction. Vous allez de l'autre côté. C'est amusant. Alors, vous avez des personnes qui apprécient, d'autres pas trop, mais bon, c'est bien. Mais c'est le cœur qui parle avec vous, hein, c'est ça. C'est vrai. Et dans la rencontre. Hein. Alors, vous avez évoqué ces limousines. Vous avez connu Aix-les-Bains autrement avec des voitures à cheval. Hein, vous avez des souvenirs. Vous n'avez pas vu l'évolution, non? Pas vraiment, mais si je le souvenir, c'est un monsieur qui s'appelait Monsieur Racle, qui était rue de Savoie. Et là, il avait un petit hôtel, des grandes écuries, des fiacres, et il promenait les touristes ou les curieux, enfin les personnes qui avaient envie de faire un petit tour dans la ville. C'était pas le petit train, mais c'était le petit train de l'époque finalement. Un fiacre et des chevaux, c'était super sympa. Des bons souvenirs aussi. Alors, on revient à ces années d'enfance où il y a le casino, il y a aussi la discothèque, et puis il y a aussi les allers-retours à Chambéry, à Annecy. Vous avez aussi cette possibilité d'aller un petit peu découvrir. On allait se balader un petit peu, oui. En voiture, un petit peu, pas trop. Il y avait pas trop de voitures. On prenait le train, mais bon, on ne bougeait pas trop d'Aix-les-Bains finalement. Pas trop. Donc, on faisait la fête avec ses amis sur place et de façon simple. Et voilà, et on allait chez les uns ou les autres et on faisait ce qu'on appelait des booms. Avec le Tépaz et les disques sur le Tépaz. Voilà, non, mais c'était une enfance très agréable, hein, très très agréable. Et pas d'alcool. Pas besoin. Pas besoin, non. Pas besoin. Après des émotions si fortes, la simplicité entre vous, c'était déjà beaucoup. Par contre, les grands souvenirs que j'ai de la place Clémenceau, puisque après avoir habité un petit peu avenue de Saint-Simon, on était surtout place Clémenceau. Et cette place Clémenceau, c'est quelque chose. C'était le poumon de la ville en hiver. Et d'ailleurs, c'est très drôle. Et encore aujourd'hui, on habite ce quartier de la place Clémenceau, même l'avenue du Grand Port. Et qu'est-ce qu'on dit quand on monte la rue de Genève? On dit on va en ville. Comme si on n'habitait pas, nous, centre-ville. Mais c'est une expression qui est restée. Voilà. Et alors, sur cette place Clémenceau, moi, j'ai connu les grands cirques. Faut que vous nous racontiez ça, les grands cirques. Les grands cirques. Pinder, Amar, Bouglione, qui arrivaient à 3h du matin. Et là, la place Clémenceau, c'était une grande place toute vide. Il n'y avait pas le parking ni les arbres qu'il y a aujourd'hui. C'était une grande place toute vide.
Ils arrivaient à 2-3 heures du matin et on était réveillés par le rythme de la masse qui enfonçait les pieux pour pouvoir dresser les chapiteaux. C'est fantastique. À midi, les chapiteaux étaient dressés. Tout était installé. Et les ménageries, j'ai connu les ménageries des cirques dans le square Alfred Boucher. Il n'y avait pas encore le kiosque à musique. Qui n'est plus aujourd'hui le kiosque à musique. Et là, il y avait les ménageries. Ensuite, les ménageries sont passées au Prairian. Prairian qui était c'est pareil, une place toute vide. Donc là, il y avait les ménageries. Et une anecdote amusante, à côté de chez mes parents, il y avait une boulangerie. Et on amène les éléphants des Prairians pour le spectacle, place Clémenceau. Et le boulanger était en train de faire son pain. Et ça sentait hyper bon. Et il y a 2 éléphants qui se sont mis devant la vitrine. Heureusement que le cornac était là. Sinon, la vitrine du boulanger, elle disparaissait sous le choc des éléphants, ça c'est sûr. Voilà. Les éléphants, ça me fait penser un petit peu, vous savez, au livre de Martine, là, quand elle se retrouve, vous voyez ces BD de Martine. Voilà, c'est ça. Qui va au cirque, mais qui est un petit peu envahi par... Donc il y avait les grands cirques, et puis il y avait surtout les vogues. Alors la vogue de printemps, la vogue d'automne. Et là, il y avait les manèges, les caravanes, c'était la fête. C'était la fête, ouais. Il y avait besoin aussi de cette ambiance musicale, festive, avec toujours un accompagnement aussi musical. Il y avait la fanfare à l'époque, qui est toujours d'ailleurs la gauloise. Vous avez des souvenirs avec la gauloise justement, des différentes fêtes qui rythmaient toute l'année à Aix-les-Bains, avec le 14 juillet, il y a le 11 novembre, et puis la fête des fleurs, on va en parler. Mais voilà, des grands rendez-vous où la musique est toujours au rendez-vous justement. La gauloise, c'était une fanfare de jeunes hommes, enfin oui, ils avaient une trentaine d'années. Alors là, je connais très bien puisque mon père en était président. Et c'était des amateurs, mais jouaient fort bien. Bon, il y avait des couacs souvent, mais bon, c'est pas grave. Les vieux Aixois connaissent la gauloise. Tout le monde se rappelle de la gauloise. C'était très drôle. Et puis après, il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Adam, qui a dit mais ça suffit pas, on va monter une harmonie municipale. Donc la gauloise était incluse dans l'harmonie. Il y avait l'harmonie municipale et la fanfare. Bon, maintenant c'est le belle harmonie municipale qu'on entend avec un grand bonheur. Voilà. Et lors des concerts ou lors des manifestations. La musique est très importante à Aix-les-Bains et on va le voir en continuant d'avancer, notamment avec cet événement Musilac, cet événement qui va bientôt va revenir puisque c'est début juillet. On en reparlera en fin d'émission. Alors moi, je voudrais revenir sur cette grande place Clémenceau avec ce cirque et puis des souvenirs de fêtes foraines que vous avez avec des gamins qui étaient ravis d'essayer de choper un petit peu des petites choses. Vous allez nous raconter ce souvenir que vous avez avec... je voudrais pas tout dévoiler avec le mat de cocagne. Racontez-nous. Oui, il y avait des fêtes pour les enfants, place Clémenceau beaucoup, et puis il y avait... en fait, c'était comme des grandes kermesses. Et là, une année, il y avait un mat de cocagne. Et mon père avait fabriqué un saucisson énorme pour décorer le mat de cocagne, mais ce saucisson, il était bourré de sucre. C'est joli, Ouais, pour faire joli, mais ça devait faire vrai quand même, parce que oui, ça faisait des choses bien. Ça faisait très très vrai. Mais tout autour, il y avait des vrais, mais plus petits. Et il y a un petit garçon qui a grimpé au mat de cocagne jusqu'en haut. Il était fier de grimper. Et mon père lui disait, prends les petits saucissons. Non, il a décroché le grand. Eh oui, mais déception. Oh, il est arrivé en bas, il s'est rendu compte que c'était un faux. Et le papa lui disait, mais je te l'avais dit, prends les petits. Bon, évidemment, il est reparti avec plusieurs petits, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. Bien récompensé quand même. Mais on imagine l'ambiance joyeuse, festive et puis très saine. Vous l'avez dit plusieurs fois. Et puis sur cette place Clémenceau, il y avait l'installation l'installation d'un giratoire. Il y a eu ce projet, mais les Aixois n'en entendaient pas de ce son-là. Certains ont voulu un petit peu détourner le projet. Tout à fait.
Donc, devant le Café du Tonneau, ils avaient prévu, alors ça, c'est dans les années 57, 58, ils avaient prévu de faire un giratoire. Et ce giratoire, il fallait le tester. Et pour le tester, ils avaient mis un grand fût en bois au milieu. Et seulement, les gens du quartier, ça leur plaisait pas trop. Et se sont lancés un petit défi en disant, tiens, tel soir, on va y manger la fondue sur le truc parce qu'on n'en veut pas. Donc, effectivement, ils ont mis le réchaud à fondue, et puis ils étaient 5 ou 6 commerçants bien connus de la ville. Au milieu du futur giratoire. En plein milieu cette place. En plein milieu de la rue, devant le Café du Tonneau. Et ils ont mis le réchaud, la fondue, et c'était des gens bien connus de la ville qui étaient là tout autour à manger la fondue. Et les policiers passaient, ils étaient à vélo, les policiers. Ils posaient le vélo, venaient manger la fondue avec. C'était très marrant, très très marrant. Ils se sont pas fait verbaliser, là. Non. Et ils ont tellement rigolé qu'ils se sont dit, pour Mardi Gras, parce que là c'était l'automne, le coup de la fondue. Pour Mardi Gras, on va aller manger les dieux au vin blanc sous le kiosque. Parce que là, il y avait le kiosque à musique. Ils l'ont fait. La ville d'Aix-les-Bains était un grand village, vous m'avez dit, tout le monde rigolait. Et vos pères disaient aux flics, on mange la fondue, venez avec nous. Tout à fait, c'est ça. Des bons souvenirs sur cette place Clémenceau. Il y a une autre avenue aussi qui a connu des courses de vélo. On peut pas l'imaginer aujourd'hui. Avenue Franklin Roosevelt. Cette grande avenue entre l'hôpital et Annecy a connu des courses de vélo. Vous, gamine, vous vous souvenez? Alors, lorsque là c'est pareil. L'avenue Franklin Roosevelt aujourd'hui où il y a que des immeubles, puisque c'est le quartier Franklin, etc. Quartier magnifique d'ailleurs, qui est une ville dans la ville. Lorsque cette route a été goudronnée, non ouverte à la circulation, et là c'est pareil, les anciens Aixois se rappelleront de Monsieur Bachelard, du Père Georges, des marchands de vélos, qui étaient bien implantés dans la ville, et Monsieur Bachelard, lui, c'est le créateur des clubs de vélo d'Aix-les-Bains et tout. Et ils avaient organisé des petites courses sympathiques pour les enfants et les ados sur cette avenue Franklin Roosevelt avant qu'elle soit ouverte à la circulation. Voilà. Quand les petits vélos, on imagine des petits vélos 3 roues. Tout à fait, les enfants de tous âges. Et il y avait particulièrement les enfants de Monsieur Bachelard, que tout le monde connaît aujourd'hui. Il y avait mon frère aussi. Il y avait beaucoup d'enfants du quartier surtout, du quartier. Donc là, c'est une histoire à raconter. Je pense qu'il y a très peu d'Aixois la connaissent. Ouais, cette histoire justement de ces courses de vélo, et vous en avez petites courses de vélo comme il y avait à plein d'endroits à l'époque. Ouais, des très bons souvenirs. C'était notre moyen de locomotion, les vélos. Ah oui. Ouais. C'était au vélo ou à pied. Oui, la voiture connaissait tout juste son. Absolument. Alors à cette époque, Aix-les-Bains est la première ville thermale. Il y a 60 000 curistes qui viennent par an jusque dans les années 1980. Donc ça se développe énormément. Et aujourd'hui d'ailleurs, on est vraiment bien en dessous. On est autour des 25 000, 30 000 par an. Ce petit village à l'époque, vous me disiez, Aix-les-Bains en fait attirait les célébrités et on avait des grandes boutiques, comme Pascal Morabito. Pierre Balmain. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, bien sûr. Il y avait des commerces qui n'ouvraient que l'été. Donc il y avait, oui, effectivement, Pierre Balmain qui avait son magasin Place Carnot. Bon, pour lui, c'était peut-être, comment je vais dire, ça coulait de source, on va dire. Étant donné que Pierre Balmain était Mauriennais. Il était né à Saint-Jean-de-Maurienne. Tout à fait. Il y avait les bijoux Morabito, mais tout ça c'était un petit peu tout recentré sur la place Carnot, le quartier où il y avait l'établissement thermal. Voilà. Oui, c'était la population qui venait pour les thermes et qui était soignée. La ville saisonnière se déroulait dans cette partie de la ville en été. Par contre, j'en reviens à la place Clémenceau et le quartier et l'avenue du Grand Port et tout ça, le quartier bas de la ville, ça c'était le poumon de la ville en hiver. Ouais, voilà. En hiver.
Alors il y a une autre période de la vie que vous allez nous raconter puisque elle vous a mis beaucoup de baume au cœur. C'est la fête des fleurs, le comité des fêtes. Alors avant d'aborder cette période, on va refaire une pause musicale, mais là encore on a un beau cadeau à vous faire. Rosemonde, on va vous trouver un extrait musical floral. Vous écoutez Au-delà du faire et du paraître, osez vous dévoiler, Rosemonde Assier, Rosemonde aixoise de toujours, qui a vu le jour en 1939 et qui a toujours vécu à Aix-les-Bains et qui nous fait vivre Aix-les-Bains des années 1930-1950. Vous restez avec nous pour cette dernière partie d'émission et on vient d'écouter un extrait musical de Laurent Voulzy, Au plaisir des fleurs. Pourquoi les fleurs? Alors c'est pas parce qu'il y a Rose dans le prénom de Rosemonde, pas que, mais surtout parce que Rosemonde, vous avez vraiment plus que coopéré, je trouve pas le bon terme, orchestré pendant les années 1988-93 le comité des fêtes et notamment cette fête si renommée en fait pour Aix-les-Bains, cette fête des fleurs. Oui, je n'ai pas orchestré le comité des fêtes. Le comité des fêtes était présidé par Monsieur Varret, avec comme associé dans ce magnifique travail un monsieur qui s'appelait Arthur Antoine. Arthur Antoine, figure aixoise, qui habitait aussi avenue de Saint-Simon. Et j'ai donc participé en tant que bénévole à ce comité des fêtes dans les années 87 jusqu'en 88 plutôt, jusqu'en 93. Et j'étais bénévole avec Claudie Fraisse, qui aujourd'hui est adjointe à l'animation à la culture de la ville d'Aix-les-Bains. Voilà. Ça, c'était la petite anecdote. Oui, la fête des fleurs, grandiose fête des fleurs à Aix-les-Bains. Alors, juste pour terminer sur le comité des fêtes, et vous avez raison, vous avez coopéré, mais vous avez eu un rôle justement d'accueillir dans les salles de spectacle, de louer les spectacles, d'animer, et puis de rendre, vous étiez très responsable dans ces événements, et vous disiez, ça colle bien à votre tempérament, vous disiez, moi j'aime bien quand ça bouge. C'est exact. C'est vrai. C'est ça, hein? C'est vrai. C'est vrai. Et ça bougeait beaucoup. Bon, donc je termine la parenthèse sur le comité des fêtes, mais on va maintenant au cœur de cette fête des fleurs typique d'Aix-les-Bains. Voilà. Donc cette fête des fleurs, elle n'existe plus malheureusement, mais lorsque j'étais enfant, alors là j'avais et les autres aussi, hein, nous avions 13, 14, 15 ans, c'était le début des fêtes des fleurs, même plus jeune. Et ces fêtes des fleurs étaient connues au début de la région, puis de la nation. Alors, on va peut-être dire un mot sur cette fête des fleurs. Cette fête des fleurs, c'était un défilé de chars remplis de fleurs naturelles qui défilaient dans Aix-les-Bains. Donc, c'était une fête très raffinée, conviviale, bien sûr, mais une belle fête qu'on observait, qu'on regardait. On mettait vraiment plein de beauté dans les yeux. Ces fleurs naturelles étaient préparées avec soin et il y avait même de la préparation de petits bouquets de fleurs qui étaient envoyés aux populations et qu'elles pouvaient garder. Aux spectateurs. Hein? Voilà. Donc ces chars fleuris étaient fabriqués par les fleuristes de la ville, qui étaient nombreux. Et c'était la rivalité, c'était à celui qui faisait le plus beau char. Et la commune en faisait également, et ils étaient fabriqués dans les jardins municipaux, dans les ateliers, toujours avenue de Saint-Simon. Et on allait bénévolement, beaucoup d'habitants allaient planter les fleurs tout autour, enfin pour décorer les chars. Et nous, les enfants, on fabriquait des petits bouquets. On ne jetait pas aux spectateurs des fleurs coupées. On fabriquait des petits bouquets. Rien que dans ce détail, on voit l'attention et le sens du détail, justement, dans cette fête où tout, finalement, était fait avec beaucoup de perfection, j'ai envie de dire. Absolument, et c'était à celui qui faisait le plus beau char. Ouais, voilà. Ces chars étaient, il y avait sur ces chars, comme à chaque fois, c'était les élèves de l'école de danse de Madame Rousseau. Rousseau, pris par la suite par sa fille, Janine Manoussia Rousseau Pilotaz.
Et donc c'était d'abord dans le centre-ville. Alors, non seulement il y avait des chars, mais il y avait également des groupes folkloriques qui venaient un peu de partout, et il y avait des grandes musiques. Et on avait, c'était fantastique. On avait la musique pas la garde républicaine, on avait la musique de l'armée de l'air, on avait la Légion étrangère. On avait évidemment les chasseurs alpins. Et une anecdote assez drôle. Rue de Genève, par exemple, les chasseurs alpins avec leurs pas extrêmement rapides, ils étaient déjà devant la mairie, que la Légion était seulement place Clémenceau. Voilà. Tout ça. Et les groupes folkloriques qui venaient de partout, pas que de France, qui venaient aussi de Belgique, d'Autriche. C'est ça. Et ensuite, pendant mes années comité des fêtes, j'avais eu l'honneur d'accompagner des musiques. Et j'ai accompagné à 2 reprises la musique royale de la police de Namur. Je me suis marrée comme pas possible avec mes amis belges. Et puis, ils étaient partis avec un tel souvenir qu'ils m'avaient nommée marraine de leur musique. Ah oui. De toute façon, partout où vous êtes, Rosemonde, en général, il y a de la joie. Et puis ensuite, j'avais eu à m'occuper d'une musique d'Autrichiens. Autre souvenir. Voilà. Et ces fêtes des fleurs, elles ont évolué énormément. Donc au début, c'était en centre-ville, puis ensuite c'était au bord du lac. Et là, c'était grandiose. On avait à l'époque, j'étais responsable des billets de spectacle, et on avait des groupes qui venaient en bus de la Bourgogne, de Montpellier, un petit peu de partout pour participer à cette fête des fleurs. Du sud comme du nord, Avignon, Montpellier, et puis c'était grandiose. C'était grandiose. C'était une très très belle fête. Cette fête des fleurs, alors très exceptionnelle. Alors aujourd'hui, Aix-les-Bains a aussi sa fête. Vous parlez de l'importance de la musique avec Musilac. On n'est plus du tout sur le même registre. D'ailleurs, vous le dites, c'est pas la même fête, c'est pas les mêmes participants, parce que justement tout cet esprit de la fête, de la convivialité, vous l'avez vraiment expérimenté pendant les années de votre adolescence et C'est ça. Les années, donc là on est sur les années 1950. C'est ça. Et vous disiez d'ailleurs, parce que je vous faisais réagir sur ces casses qui ont eu lieu après la victoire du foot, et vous me disiez nos jeunes patriotes, eux, ne cassaient pas. Ils n'étaient pas du tout dans le même état d'esprit. Non, c'est vrai. C'est parce qu'il y avait de la convivialité, parce qu'il y avait de l'amitié profonde et sincère. Il n'y avait pas de rivalité, et surtout la politique ne se mêlait de rien. Ouais. C'est un petit peu ce que vous disiez. On sait plus faire la fête comme avant. Aujourd'hui, on a oublié l'amour les uns pour les autres. Avant, on discutait, on osait, on se connaissait tous, on discutait, et c'était simple en fait. C'est ça. Tout à fait. On se connaissait tous, c'est vrai. C'est vrai, mais je suis pas la seule à pouvoir rappeler tous ces souvenirs d'Aix-les-Bains. On est encore, et Dieu merci, très nombreux à pouvoir en parler. Très, très nombreux, et c'est formidable. D'ailleurs, quand on se retrouve ensemble, on en parle de notre enfance, et c'est très agréable. Alors justement, ce souci de la transmission est très important pour rester dans cette mémoire, de savoir d'où on vient. Mais il y a aussi l'influence de toute l'éducatif que vous avez touché du doigt aussi pendant vos années auprès des enfants. Et je vous demandais un peu quels étaient les conseils que vous pourriez donner aux parents. Alors vous n'avez pas envie de donner de conseils, non, mais par contre, pas, d'autant que j'ai jamais été parent. Mais par contre, vous avez quand même des petites règles, je dirais basiques de bon sens, qui pour vous sont un petit peu perdues. Bah oui, simplement apprendre aux enfants à dire bonjour, s'il vous plaît, merci, c'est la base. C'est la base, les petites règles de politesse, vous me disiez, c'est juste de savoir vivre. Et vous me racontiez cette anecdote dans l'enseignement à l'époque, qu'on n'aurait jamais osé dire tu. Ah oui. J'ai enseigné, j'avais 18 ans. Avec des élèves de mon âge que je tutoyais dans la rue. Mais une fois que j'étais dans ma classe, sur mon estrade, c'était mademoiselle ou monsieur, et c'était vous. Et je n'ai jamais appelé une élève par son prénom. Enfin, si, par le prénom, mais vous voyez toujours. Et j'exigeais qu'on me vous voie au sein de l'école. Et c'était à l'extérieur, terminé. C'était Rosemonde et c'était les amis.
Mais à l'intérieur, c'était l'enseignant, le respect et on travaille. Voilà, donc l'occasion de redire que pour vous... Je pense que c'est primordial. C'est primordial. Et ça, quelquefois, il m'arrive de rencontrer des anciennes élèves qui me rappellent tout ça. Et qu'est-ce que c'était bien, que me disent-elles. Ah oui, donc les souvenirs sont bons. Oui, hein, absolument. Ouais. De cette instauration d'un respect mutuel, mais sans qu'il y ait un manque de quoi, sans que ce soit dur, en fait. Absolument. D'ailleurs, j'ai de mes anciens élèves qui sont des personnalités aujourd'hui. Par exemple, Monsieur Lionel Auvage. Monsieur Lionel Auvage, qui est un personnage à Aix-les-Bains. Vous pouvez être fier de l'avoir eu comme élève. Ah oui, je suis fière, tout à fait, absolument. Et d'autres. Alors on a aussi beaucoup parlé de musique. On vous redit que cette fête Musilac aura lieu début juillet, début juillet, oui, du 9 au 12 exactement, oui. Sur notre territoire avec comme sorte de musique du rock, de l'électro, du pop et du rap, donc un petit peu loin de la fanfare dont on a parlé. J'aime bien. Mais vous êtes très très musicienne parce que vous aimez beaucoup l'accordéon aussi. Vous êtes très ouverte sur la musique. Oui. Je me régale de l'émission de Jean-Pierre tous les dimanches matins. Ah ben voilà, il faut écouter cette émission de l'accordéon avec Jean-Pierre dimanche matin. Donc cette fête Musilac qui se déroule toujours dans ce cadre naturel exceptionnel sur l'esplanade du lac du Bourget, 4 jours de musique. Et puis chaque année, on a entre 80 et 110 festivaliers qui sont présents. D'ailleurs, c'est amusant, il y a un peu plus de femmes qui aiment que les hommes. Il y a 60% des femmes qui viennent à Musilac. Ouais, tout à fait. Donc voilà, Rosemonde, on arrive au terme de cette émission. Vraiment, merci de nous avoir fait revivre comme ça Aix-les-Bains, tout ce qu'on a pu retracer ensemble avec votre enfance, l'école maternelle, vos souvenirs durs de guerre, mais aussi vos souvenirs joyeux et légers de l'adolescence, tout ce qu'on a revisité dans la ville, le Grand Cirque Place Clémenceau, la fanfare, toutes ces anecdotes, ces courses de vélo, avenue Franklin Roosevelt, et puis ce cadre thermal d'Aix-les-Bains avec la population des célébrités et des aristocrates qui venaient profiter des thermes. C'était vraiment une très belle page d'histoire que vous nous avez fait revivre. Alors je me demande un petit peu, Rosemonde, ce que vous pensez de cette phrase de Napoléon Bonaparte: une tête sans mémoire est une place sans garnison. Oui, je pense qu'il faut effectivement avoir de la mémoire et se rappeler des années vécues, des bons moments. Rappelons-nous surtout des bons moments. Les mauvais, faut pas les oublier non plus. Et puis une place sans garnison, oui, c'est une place sans vie, sans règles. Et la vie, je pense qu'il y a des règles dans la vie et qu'il faut les respecter. Ce qui n'enlève pas l'amitié, la fête, mais il y a des règles à respecter et il faut éduquer dès la petite enfance, parce qu'on garde à vie. L'éducation de l'enfance, on la garde à vie. Voilà. Ouais, si on retient quelque chose de notre entretien, c'est que tout ce qui a été vécu depuis toujours reste dans la mémoire, ou même dans ce que vous êtes aujourd'hui, à vraiment savourer la vie, savourer les relations humaines, la douceur, beaucoup de joie. Et puis avant de finir, juste un mot sur ce roman qui vous a beaucoup touché, La nuit du sérail. Vous nous racontez un petit peu en quoi il vous a touché, ce que c'est que cette histoire? Cette histoire, c'est une jeune femme martiniquaise. Oui, de l'île Martinique. Qui était parente avec Joséphine Bonaparte. Elles ont toutes les deux été kidnappées lors de leur traversée, vendues au sultan du Maroc, puis ensuite vendues au sultan de Turquie. Et cette femme était devenue la sultane préférée. Ouais. Voilà, c'est ça. Sultane préférée de ce chef de Turquie. C'est ça. Et en réalité, quand on lit et relit ce livre, on se rend compte que c'est cette femme qui a beaucoup gouverné la Turquie. À travers son amour pour lui, et inversement, finalement, elle a eu une influence. Et son fils. Surtout son fils. J'ai adoré ce livre.
il y a fort longtemps qu'il a été édité, je pense. Mais j'ai beaucoup aimé parce que et surtout que j'ai eu la chance d'aller en Turquie et on le revit différemment. Et c'est le pouvoir des femmes, le pouvoir des femmes dans les gouvernements, encore aujourd'hui. Bien sûr, dans la place qu'elles occupent. Voilà, c'est ça que vous avez aimé dans ce livre. Voilà. En restant dans l'ombre, mais en réalité, à quelque part, c'est les femmes qui dirigent. Rosemonde, merci, parce que avec vous, on a découvert, au-delà du faire et du paraître, ce qui vous animait, tout ce que vous gardiez dans cette mémoire, et surtout, vous nous avez fait revivre Aix-les-Bains dans des années qui ne sont plus vraiment racontées, et on a besoin de savoir d'où on vient. Donc merci Rosemonde pour cet entretien. Les chers auditeurs, restez avec nous, puisque à 13h, vous avez la chronique de Savoie, à 18h, l'émission Country, et puis à 19h, le jazz avec Christian, pour rester en musique et surtout rester dans cette joie et cette simplicité du grand bain de la vie locale. Merci beaucoup Rosemonde. Merci de votre interview. Merci et puis bonne journée et à vous. Et amitié à tous les Aixois. Amitié à tous les auditeurs. Nous, c'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble sur le 92.1 et en DAB.